Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant la modélisation de la radioactivité alpha. Alors, dans quel cas un noyau peut-il émettre une particule alpha? Alors la condition, elle est simplement énergétique. Il faut que l'énergie totale à la fin soit égale à l'énergie initiale. Donc, la particule alpha emportant une partie de l'énergie sous forme d'énergie cinétique, il faut que la masse de l'atome final, après des intégrations, plus la masse de la particule alpha, soit inférieure à la masse de l'atome initial. La différence se retrouvant sous forme d'énergie cinétique de la particule alpha. Alors, pour effectuer le calcul, on peut tenir compte de l'énergie que coûte l'extraction de 2 neutrons et de 2 protons du noyau et calculer l'énergie dégagée par la condensation de ces 4 particules en une particule alpha. Et on peut le faire en utilisant les énergies de liaison par nucléon dans les noyaux avec la courbe que nous avions vue. On constate alors qu'on obtient une telle relation dès que le nombre de masses A dépasse 140. Mais en réalité, à part quelques exceptions, comme le samarium 147, le gadolinium 153 ou l'hafnium 184, on a de radioactivité alpha seulement que pour un nombre de masse A supérieur à 208. Alors, pourquoi était différence? En fait, parce que au-dessus de 140 jusqu'à 208, il y a bien effectivement un bilan positif, il y a suffisamment d'énergie, mais pas beaucoup. Il y a très peu d'énergie disponible, et donc, en fait, cela conduit, si en faisant les calculs, on verra un peu plus loin comment on fait ça, cela conduit à des périodes radioactives absolument énormes, gigantesques, impossibles à mesurer. Donc en pratique, on ne détecte pas d'émission alpha. Tandis que, si on regarde le remplissage des couches, dans le modèle en couches du noyau, on constate qu'il y a une rupture quand on a 82 protons et 126 neutrons, c'est-à-dire 208. À ce moment-là, les couches sont pleines. Et tout ajout de protons et de neutrons passe à un niveau d'énergie nettement supérieur pour le noyau. Et donc, la masse du noyau initial plus élevée. Ce qui rend une énergie disponible pour la particule alpha beaucoup plus grande. En pratique, les particules alpha ont une énergie qui varie, une énergie cinétique qui varie entre 5 à 9 mégaélectronvolts. Notons qu'on part d'un noyau initial qui est dans son état fondamental et on aboutit in fine à un nouvel atome qui est lui aussi dans son état fondamental. Ce qui veut dire que les particules alpha qui sont émises doivent avoir une énergie très précise. Et c'est effectivement ce qu'on observe, par exemple, avec le polonium 210. On envoie les particules dans un spectrographe de masse, analogue à celui dont je vous ai parlé dernièrement, et on mesure ainsi l'énergie des particules alpha, et on obtient dans le détecteur une raie très fine correspondant à une énergie très précise des particules alpha. Mais il y a parfois des petits décalages. Alors Rosenblum, en 1929, a découvert que dans certains cas, il y avait plusieurs raies. Des raies très fines et très proches. On l'appelle d'ailleurs structure fine. Ainsi, par exemple, le plutonium 238 donne un spectre de raies
avec des raies alpha, de l'ordre de quelques mégaélectronvolts, les raies alpha, les différentes raies, étant séparées de quelques dizaines de kiloélectronvolts chacune. Donc elles sont vraiment très serrées. Alors pourquoi de telles différences? Eh bien ça veut dire que l'état final peut correspondre à différents états excités du noyau, donc avec des énergies différentes. L'état excité se retombant après coup, dans l'état fondamental avec, par exemple, émission d'un rayonnement gamma. L'étude de ces spectres très fins est une méthode très utile et très pratique pour étudier les états excités des noyaux avec une grande précision. Donc l'étude des spectres de rayonnement alpha apporte beaucoup d'informations sur les noyaux qui sont radioactifs, bien entendu. Pour ceux dont la substance mère est radioactive, parce que ça correspond aux états excités, la substance finale, qui n'est pas nécessairement radioactive. Alors, comment se produit l'émission alpha? Eh bien, on peut supposer que dans le noyau, on a des protons, des neutrons, et que certains forment un assemblage de 2 neutrons et 2 protons, donc forment une particule alpha, qui est liée au reste du noyau par l'énergie nucléaire. Si la particule peut s'échapper, elle échappe à l'énergie nucléaire, et à ce moment-là, on a une répulsion électrostatique entre le noyau et la particule alpha. On peut donc supposer un potentiel en fonction de la distance de la particule alpha au noyau, un potentiel qui a une forme comme ceci. Alors, ici, on est dans la zone liée par l'interaction nucléaire, où la particule alpha est liée au noyau. Et si la particule alpha est là, on a le potentiel coulombien à grande distance, qui diminue exponentiellement, plutôt en 1 sur R, comme on a l'habitude pour le régime coulombien. Et ici, une énergie maximale, une hauteur maximale B. Si la particule alpha a une certaine énergie, elle a alors une certaine probabilité de passer par effet tunnel à travers la barrière. La hauteur de la barrière est importante dans ce phénomène, et celle-ci est déterminée par la loi de Coulomb à la distance R étant le rayon du noyau. Et on obtient que B est égal, d'après les lois de Coulomb, 2ZE carré sur 4pi epsilon 0 R. Donc R, c'est la taille du noyau, epsilon 0, c'est une constante, c'est la constante diélectrique, Z, c'est la charge du noyau final, puisque c'est le noyau une fois que la particule est enlevée, E est bien sûr la charge élémentaire de l'électron ou d'un proton. Si on prend le cas où il n'y a pas de moment angulaire de la particule alpha, alors, ce qui est souvent le cas pour un potentiel très étroit, nous avions vu que les états liés, pour un plus de potentiel très étroit, les états liés ont souvent un moment angulaire nul ou très très faible. Dans ce cas-là, on calcule que B est de l'ordre de 30 mégaélectronvolts. C'est dans ces eaux-là. Alors, supposons que la particule alpha est dans le noyau et se déplace avec une vitesse V alpha. Dans ce cas-là,
en se déplaçant, elle va venir heurter la barrière avec une fréquence, un temps entre chaque choc, tout alpha, qui est donné simplement par le diamètre du noyau de R divisé par la vitesse. Le temps comme la particule pour atteindre la barrière, rebondir, réessayer de l'autre côté et ainsi de suite. Si la barrière tunnel a un taux de transmission T0, le coefficient de transmission par effet tunnel, à ce moment-là, on trouve que la constante radioactive, lambda, est simplement donnée par T0 divisé par taux alpha. Alors on peut faire le calcul de l'effet tunnel, c'est pas une barrière carrée, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas inabordable. Hein. On peut faire ce calcul, on obtient une expression pour T0 qui est assez complexe. Donc, je vous donne seulement les résultats. On trouve que pour une variation de hauteur de 1 mégaélectronvolt, pour une variation de l'énergie de la particule alpha de 1 mégaélectronvolt, on a lambda qui est multiplié ou divisé par 100 000. Et pour une variation de 10% du rayon, la multiplication ou la division est par 150. Donc le facteur discriminant, c'est l'énergie de la particule alpha. Alors, si on prend différents cas, par exemple, vous dressez le petit tableau, néodyme, le néodyme 144, l'hafnium 174, le polonium 212, le radium 224, et le fermium 254. Les mesures montrent une énergie interne de 1,9 mégaélectronvolts, 2,5 pour le cas de l'hafnium, 8,78 ici, 5,68 ici, et 7,2 ici. La mesure de lambda donne en seconde 1, la mesure des périodes en seconde, donc 1,58 fois 10 exposant 13, 9,5 fois 10, 22, pardon, ici c'est 23, pas 13, mais 23, oui. 3,04 fois 10 moins 4, 3,15 fois 10, 5, et 1,15 fois 10, 4. Alors on voit que effectivement, en fonction de l'énergie de la particule alpha, on a des variations considérables de la durée de vie de l'atome radioactif, qui va de millièmes de seconde à des durées qui se chiffrent en milliards d'années. Et on constate aussi, en utilisant les formules, que entre le résultat théorique et le résultat expérimental,
il y a des écarts qui sont relativement importants. En général, on sous-estime la durée de vie, la période de l'élément. Alors, à quoi sont dus ces écarts? Il y a deux écarts. D'abord, il y a le cas où le moment angulaire n'est pas négligeable. Alors, on rajoute un terme aux formules. Donc, on peut le tenir en tenir compte. C'est mesurable et calculable, ce qui permet une correction. Mais ça reste nettement insuffisant. On a fait une hypothèse. Ici, on a supposé que la particule alpha était en quelque sorte préformée à l'intérieur et qu'elle ne faisait que sortir du noyau. Or, les différents neutrons-protons sont sur diverses couches et ne forment pas une particule alpha à l'intérieur. Il doit donc y avoir des règles et des contraintes dans l'assemblage de la particule alpha au moment où elle sort. Et ça, il faut bien l'avouer, au niveau théorique, c'est encore assez mal compris. On n'a que des modèles approximatifs, quelques idées. C'est un domaine de recherche actif, il y a encore du travail pour comprendre ces aspects du mécanisme et obtenir des prédictions théoriques plus précises. Voilà pour le rayonnement, la radioactivité alpha. Alors, dans la prochaine vidéo, nous regarderons de plus près la fission spontanée. Je vous remercie.